Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est content parce que il y a du monde, c'est top. Je pense qu'on a une bonne trentaine, c'était ce qui était prévu. Rapidement, on va se présenter. On a un timing hyper serré. En plus, j'ai des intervenants qui m'ont dit on va faire 20 minutes, mais ils en feront 30. Donc, on va être bien. On est là pour parler du doute à l'action, comprendre, financer et sécuriser l'IA de votre organisation. On va juste se présenter très rapidement, Mickaël et moi, puisque nous avons organisé cet événement et on se passe le grand micro. C'est moi qui commence. Vas-y, tu te présentes juste. Ok. Michael Béchler, jolie fiche. Voilà, super. Ça va, c'est bien. T'aurais pu le C'est dire efficace. aussi, hein. Non, c'est bien, c'est efficace. Mickaël vient du Canada, alors pas pour l'event spécifiquement, mais en tout cas, on a calé tout par rapport à sa venue. Donc merci d'être là, Mickaël. Et moi, je suis Christophe Thiel de la société Blueboat. On est spécialisé, on vous fait gagner de l'argent grâce au web, voilà, pour faire simple. Après, vous venez nous voir, on vous expliquera comment. C'est une promesse. Et on va en faire plein aujourd'hui des promesses. Je voulais remercier le Club de la Presse déjà, en cas, parce que si je l'oublie à la fin, comme ça je le fais tout de suite. Merci de nous accueillir comme toujours, le Club de la Presse. Vous voyez, les petits pains, le café, c'est toujours top. Et merci aussi à Mickaël d'avoir poussé pour faire cette conférence. Au départ, on voulait l'appeler anti-bullshit, mais finalement, on ne l'a pas appelé comme ça. L'idée, c'était vraiment de casser un petit peu tout ce qui se dit sur le sujet de l'IA. Mais avant de plonger dedans et de comprendre tout ce qu'on a dit qu'on allait vous expliquer, en fait, il y a un élément pour moi, l'IA, c'est plus un sujet de laboratoire. Il y a quelques années encore, 2-3 ans, c'était il y a longtemps, c'était un sujet de laboratoire, on se disait il y a des choses qui vont se passer, mais là il y a des choses qui se passent actuellement et il y a beaucoup de choses qui se disent et moi ça vient modifier nos outils, ça vient modifier nos organisations, notre manière de travailler et l'idée c'était d'être dans du concret aujourd'hui et pas être juste on utilise ChatGPT pour faire du contenu. Ça va pas être que ça, vous allez voir, on va aller beaucoup plus loin que ça, notamment avec David Escholzer qui va venir vous parler ce qu'on appelle le GEO. Vous allez voir, c'est le SEO, mais à la sauce LLM. Plein d'acronymes, c'est super. Et après, on va voir aussi avec Rivalis ce qui est mis en place. Henri également, c'est du concret. Là, on va être que sur du concret. Et les intervenants qu'on vous a choisis, en fait, cette nuit, je me disais, mais je faisais le tour dans ma tête des intervenants. On a tous 20 ans d'expérience dans le domaine du web. Et je me suis dit, c'est des dinosaures, en fait, qui viennent intervenir, je pense. Si je me permets. Hein. On est les... Oui, vous allez les voir après sur scène, vous verrez que ce sont les dinosaures. Il est insultant. Damien, c'était pour toi. Non, effectivement, ça fait 20 ans qu'on travaille dans le domaine du web. Ça fait 20 ans qu'on se pose des questions sur les évolutions. Et puis là, il y a quelque chose qui arrive, effectivement, l'IA, qui vient tout révolutionner, qui vient changer plein de choses, mais par contre qui nous interroge aussi sur notre industrie du digital actuellement. Moi, je me pose plein de questions sur cette industrie du digital, avant de rentrer dans le concret de l'IA. C'est de se dire, mais il y a peut-être des enjeux environnementaux sur lesquels il faudra réfléchir. On ne va pas forcément en parler aujourd'hui, mais il y a des questions qui vont se poser là-dessus, sur notre industrie. Des enjeux sociétaux également, puisqu'en fait, il y a des emplois aussi qui vont peut-être être remplacés ou modifiés ou qui vont devoir s'adapter. Donc ça, c'est vraiment des questions qui vont avoir se poser par rapport à ça. Et des enjeux également économiques, puisque forcément les projets IA, ça coûte un petit peu d'argent, mais est-ce que ça rapporte aussi de l'argent? Et là, on va être dans ces questions-là aussi aujourd'hui et de se dire est-ce que c'est intéressant? Et puis on va se poser aussi la question de est-ce que c'est un gadget quelquefois, l'IA? Donc on va être sur du concret et c'était pour ça ce côté anti-bullshit. Il y a la question aussi de comment on garde le contrôle de tout ça, parce qu'on parle de données. Et là, je vais passer la main après à Mickaël là-dessus, parce que la question des données, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est comment on fait des bases de données finalement sécurisées au niveau de l'IA. Est-ce qu'on ne donne pas tout aux États-Unis ou ailleurs? Ça, c'est une vraie question. On va réfléchir tout ça et l'idée c'est de ne pas foncer tête baissée dans cette IA et de se poser la question de l'avantage pour votre entreprise. On en a parlé parce que j'ai fait la route avec David Escholzer et on en a parlé longuement. La question de l'IA, ça va être de se dire mais quel est le bénéfice pour mon entreprise, pour ma marque et est-ce que ça a vraiment un impact?
Et est-ce que ce n'est pas juste un gadget à ce moment-là? Et dans ce cas-là, est-ce que je ne vais pas aller sur des choses qui existent actuellement et où on sait que c'est sûr, ça fonctionne? Voilà, pour une petite introduction que je voulais vous faire par rapport à l'IA. Le programme, je vous le donne. On va commencer avec Michael, qui va nous parler de comment exploiter vos données. C'est pour ça la transition. Je crois que Olivier interviendra pour vous faire peur. Ensuite, on va parler du SEO, forcément, le référencement naturel qui peut être touché ou pas par l'IA. On va parler aussi des subventions parce que la bonne nouvelle, c'est qu'en Alsace, on peut subventionner et financer des éléments liés à l'IA. Donc, Michael en parlera. Et après, on aura une table ronde un peu plus thématique. Et cette table ronde, en fait, c'est vous qui allez aussi l'animer. On va l'animer, Michael et moi. Mais par contre, toutes les questions que vous aurez sur les conférences ou sur les interventions, vous les gardez dans un coin de tête et on les posera aussi à nos différents intervenants, puisque Odile et Damien nous rejoindront également ensuite. C'est tout bon? Ça vous va le programme? Vous restez? Ok, bon. Eh bien, écoutez, on y va. C'est là que la moitié sont... Maintenant voilà, c'est le moins bon d'entre nous. Ceux qui ne se sentent pas concernés peuvent y aller. Merci Christophe. Alors oui, c'est vrai qu'on a longtemps gardé ce thème anti-bullshit parce que, je ne sais pas si vous avez suivi des conférences récemment, mais souvent, on va vous faire des démonstrations effet waouh, où on va générer des PowerPoint en 3 minutes et on va vous faire croire que c'est génial ce qu'il y a derrière. On va vous générer des vidéos à partir d'une photo. On va vous générer un morceau de musique en deux clics. Et au final, ça s'arrête là. Et après, quand on arrive en entreprise, on se dit, mais ok, je vais faire une chanson pour mon standard téléphonique. Ça va durer 2 minutes. Je vais m'amuser. Et puis, je vais peut-être utiliser ça à la fin de l'année pour la fête de Noël. Mais concrètement, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cette espèce de truc qu'on ne sait pas vraiment définir? C'est quoi l'intelligence artificielle? Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose d'intelligent là-dedans? On a mis tout autour de cette notion, alors que ça fait des années que les algorithmes qu'on utilise font à peu près de l'intelligence artificielle. C'est juste parce que ChatGPT a réussi à faire un coup de maître en donnant juste accès à je pose une question et d'un seul coup ça se met à répondre de manière assez magique à toutes les questions qu'on se pose, parce que c'est les premiers à avoir osé injecter dans une énorme LLM, donc Large Language Model, c'est ça? Tu m'arrêtes hein, si je dis des conneries. Jusqu'ici, ça va. Et c'est assez extraordinaire ce qu'on arrive à faire. Maintenant, vous l'avez tous essayé. Hein. Je pense qu'on n'est plus au stade de la découverte. On est au stade de maintenant, on en fait quoi? Alors, une des questions aujourd'hui qu'on se pose systématiquement quand on a fait plein d'essais dans tous les sens, c'est mes données, c'est bien. Aller récupérer de l'information sur ChatGPT, c'est super. Je récupérais autrement jusque-là sur Google. Mais à partir de maintenant, je pose des questions et on me fournit la réponse de manière quasi automatique et instantanée. Maintenant, moi, mes documents, mes informations, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que mes informations, je peux les interroger? Et aujourd'hui, toutes ces grandes plateformes, elles rêvent que d'une chose, c'est que vous leur confiez vos informations, que vous leur donniez toutes vos données internes, tout ce qui fait finalement la richesse de votre entreprise, de votre marque. Tout est fait pour que vous le déposiez chez eux, parce que ils vont vous donner tellement d'informations grâce à ça que c'est confortable de leur fournir. Sauf que avec ça, c'est ce qui leur permet d'alimenter leur bête énorme et qui fait que vos données vont se noyer dans
l'immensité des données récoltées. Et donc, vous perdez un petit peu la substantifique moelle de vos informations et de votre propre valeur. Donc, on a pris l'habitude de stocker plein de choses sous différentes formes dans nos disques durs, dans nos clouds, dans énormément de choses. Et d'ailleurs, on n'y accède même plus la plupart du temps. Hein. Au bout de quelques mois, quelques années, on a fait des PowerPoint dans tous les sens, on a fait des vidéos, on a fait des versions de sites internet de manière... je ne sais pas combien, moi j'ai des clients, je dois être à la 10e version de son site internet en 20 ans. Et c'est ce qu'on appelle les dark data. Donc 80% des données sont des données qui sont stockées mais non exploitées. Et il y a certains chiffres que j'ai trouvé assez intéressants, c'est qu'un collaborateur passe 20% de son temps à chercher une information. Donc forcément, si on commence à lui donner la capacité d'aller chercher l'information dans une énorme base de données et plus dans des dossiers éparpillés à droite et à gauche sur différents outils, bah, ça commence à être intéressant. Et 50% des erreurs en entreprise sont du fait du manque de transmission de ces informations. Alors les moyens de stockage, on les connaît, hein, les vieux comme nous, hein, les dinosaures, comme tu dis, ont encore des disques durs sous différentes formes stockées. Ça, c'est... Non ? Non, mais chez Rivalis, ils ont encore des disquettes 1 pouce, 3 pouces et demi. Ah, quand même, 3 pouces et demi. Et les cartes à trous, non ? Non, ça, il n'y a plus. Donc, effectivement, on stocke sous différentes formes, hein, jusqu'à YouTube. Et heureusement, maintenant, bah, il y a cette formidable intelligence artificielle générative qui résout presque autant de problèmes qu'elle n'en cause de nouveau. Et on est face à un nouveau dilemme. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que je garde mon information stockée chez moi, mais je n'ose pas la connecter à l'intelligence artificielle parce que c'est mes données, ou est-ce que je fais comme veulent le faire Microsoft, Google et OpenAI, c'est donnez-moi tout, je vais tout digérer et je vais pouvoir vous en extraire des choses extrêmement intéressantes. Et là, le nombre d'acteurs aujourd'hui qui proposent ça sont légion. Et c'est là qu'il y a le DSI qui débarque et qui vient taper sur les doigts. Une fois qu'on a commencé à jouer avec tous ces outils-là, qu'est-ce qu'il fait le DSI? Donc le DSI, c'est lui, c'est le méchant de l'entreprise. Il fait bien le méchant. Non, mais je sais que je suis là pour faire peur, mais je ne suis pas réellement pour vous faire peur. L'idée, c'est de se dire, OK, c'est quoi? C'est maintenant, vous l'avez tous utilisé d'un point de vue personnel. On a tous fait nos premiers tests, on a joué, on a écrit des chansons, on a écrit des poèmes, on l'a envoyé à des gens, etc. Ça a étonné 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout d'un moment, on a tous compris, puis on a arrêté. Et après, on s'est dit, oh, pour le pro, c'est pas mal non plus. Donc on s'est dit, OK, ben, pour le pro, on va commencer à jouer, on va poser des questions, on va faire des résumés d'articles, on va commencer à publier peut-être des petites choses, etc. Pourquoi pas, c'est sympa. Et puis d'un seul coup, on commence à se lâcher un peu plus. Et puis c'est le moment où le DSI passe derrière votre écran, puis il voit, c'est quoi liste prospect 2025 que tu as mis dans le chat GPT là? Mais compte résultat 2025, tu es sûr que c'est pas une donnée un peu sécurisée quand même? Donc là, en fait, on s'est lâché un peu plus parce qu'on a commencé à faire confiance. On a commencé à faire confiance vraiment, vraiment beaucoup trop. Pourquoi trop? Parce que là déjà, vous ne le voyez pas forcément ici, mais là on est déjà sur un compte gratuit. Un compte gratuit, c'est quoi? C'est globalement, vous êtes sûr que vos data sont utilisées. C'est le principe même de Google quand il a été créé, c'est de se dire, OK, quand on va tout ouvrir gratuitement, l'idée c'est, de les rendre d'abord dépendants, mais aussi c'est de pouvoir utiliser les données plus tard et de pouvoir en faire quelque chose. Oula. Donc qu'est-ce que fait un DSI après, normalement, quand il voit ça? Il y a plein de choses. La première chose, normalement, théoriquement, c'est, s'il a vraiment peur, il vous coupe les accès à ChatGPT. Il vous coupe les accès à Gemini. Et il vous dit, OK, c'est fini. D'abord, tu vas apprendre à l'utiliser bien, éventuellement. Et après, peut-être qu'on fera quelque chose d'autre.
Mais dans beaucoup de boîtes, ça a été le cas. C'est-à-dire que dans beaucoup de boîtes, on a coupé ChatGPT, on a coupé les accès à la plupart des LLM parce que les gens l'utilisaient de façon un peu trop dangereuse, on va dire, pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait après? Bon, c'est soit on retourne à l'âge de pierre, entre guillemets, donc on a testé quelque chose de magique, waouh, c'était top, ça générait tout pour moi, etc. Et puis on dit, bah non, c'est fini, tu retournes, c'est toi qui écris tout. Soit bah, on commence à envisager quelque chose en interne, au niveau de l'entreprise. Donc qu'est-ce que c'est que mettre en place un usage de l'IA qui est à la fois sécurisé et à la fois comment dire, réglementaire. Cette partie-là. Donc on envisage pas mal de choses. Donc on va sécuriser nos données, on veut éventuellement un hébergement français à minima européen, ça serait pas mal. On veut un usage qui est maîtrisé, c'est de se dire, ok, une fois que j'ai déposé mes données, je n'ai pas forcément besoin d'utiliser tout en permanence et de renvoyer en permanence les mêmes informations. Il y a des choses qui sont importantes là-dessus. Mais surtout, c'est à quel coût je mets ça en place. C'est ça qui est important. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on garde une LLM publique, c'est ce que vont faire les toutes petites entreprises au début, ça c'est sûr. Elles vont garder une LLM publique, elles vont prendre éventuellement un abonnement. C'est des fois préintégré à quelque chose, mais théoriquement, elles ne devraient pas, et jamais, diffuser des informations qui sont sécurisées là-dedans. Donc pas d'adresse email, pas de nom de personne, pas forcément ses comptes de résultats, même si bon, c'est pas la donnée la plus problématique en soi. Une entreprise un peu plus moyenne va commencer à envisager de se dire, ok, est-ce que je ne mettrais pas quelque chose de dédié à mon entreprise? Est-ce que je n'aurais pas ma propre LLM en interne? Est-ce que je n'aurais pas un serveur dédié avec mes propres LLM? Mais là, on commence à parler de coûts très très importants. Pourquoi je dis de coûts très importants? On commence à avoir des petits serveurs qui font tourner de la LLM pas trop mal, autour de, allez, disons, 500 € par mois, quelque chose comme ça. C'est déjà beaucoup, hein. Mais là-dessus, on met 3-4 collaborateurs qui parlent en même temps dessus, ça ne tourne plus. Hein. Enfin, ça ne tourne plus, c'est très lent, on va dire. Donc là, l'idée, c'est qu'on va être obligé d'avoir plein de petits serveurs, souvent qu'on va louer à l'heure, en fait. On va se dire, ok, bah, je vais louer 8 heures dans la journée, les 8 heures où ils travaillent, et puis je vais peut-être le faire pendant 20 jours dans le mois. Sauf que là, si on commence à faire des calculs, etc., fois par collaborateur, on commence à monter sur des montants qui sont très, très élevés également. Et du coup, il y a sûrement un entre-deux qui doit forcément exister, quelque chose où on peut utiliser peut-être soit une LLM auto-hébergée, mais qu'on va partager avec éventuellement d'autres utilisateurs, mais qui ne va jamais garder les données, puisqu'on ça, on peut le garantir d'une manière ou d'une autre. Soit de se dire, OK, on va peut-être utiliser les API des LLM qui existent déjà, mais du coup, il faut aussi qu'elle arrive à nous garantir qu'elles ne vont pas les utiliser, ces données-là. Alors, théoriquement, c'est ce qu'elles font. C'est-à-dire que, théoriquement, une fois qu'on commence à donner de l'argent et qu'on a pu cocher une case pour leur dire que je ne veux pas que tu utilises mes data, théoriquement, elle n'est pas censée le faire. On va en rester là pour l'instant. On va dire qu'elles le font, mais voilà. Du coup, c'est à toi de s'enchaîner. C'est moi qui enchaîne. Oui, donc effectivement, à partir de là, qu'est-ce qui commence à se passer? C'est ce que nous, on a rencontré chez pas mal de nos clients. C'est que quand on a un petit service informatique, on va lui dire, hey, commence à faire quelque chose. Toi, tu es informaticien, tu t'es occupé d'installer les serveurs, les redondances, les backups, les mails, etc. Donc l'intelligence artificielle, tu peux le faire aussi. Fais-nous un serveur. Et on commence à se rendre compte que même quand les informaticiens ont développé un certain nombre de connaissances en la matière, c'est quand même compliqué à utiliser. Et c'est là où on se rend compte que le community manager, il va quand même encore sur ChatGPT. Et après, il y a un autre problème, c'est que des outils d'intelligence artificielle, alors j'ai trouvé une copie d'écran de 2024, et je pense qu'il n'y a pas un dixième de toutes les applications d'intelligence artificielle qui sont sorties, c'est qu'on pourrait passer notre temps à tester des outils qui sont tous plus magiques les uns que les autres. C'est assez fascinant de voir tout ce qui peut sortir. Et on a les géants qui se sont lancés dans la course depuis quelque temps. Et on a un Google qui frappe très très fort ces derniers temps. On a un Meta qui court après tout ça et qui veut être le nouveau Steve Jobs. Et on a comme ça des milliers de petites entreprises qui vont proposer des choses, parfois sur des simples fonctions.
hein, parce qu'on va se retrouver avec des outils, comme je le disais tout à l'heure, où j'ai besoin de faire un PowerPoint. Je vais d'abord demander à ChatGPT de me générer une présentation sur une thématique. Ensuite, je vais prendre cette thématique, je vais la mettre dans Gamma, et Gamma va me faire des super images. Et en 3-4 minutes, j'ai l'impression d'avoir gagné un temps phénoménal, jusqu'au moment où je vais commencer à vouloir corriger 2-3 trucs, que l'image n'est pas super, et puis que je vais quand même passer 2 heures sur mon PowerPoint, comme je le faisais à l'époque. Sauf que toutes les nouvelles générations, tous les nouveaux étudiants qui n'ont pas passé du temps justement à galérer, à faire des PowerPoints et à se poser la question de c'est quoi un bon PowerPoint, c'est quoi une bonne présentation, bah, ils ne passent plus par cette case et se contentent de ce que va générer un Gamma en se disant bah, c'est super, c'est génial. Il le fait de toute façon mieux que je n'aurais pu le faire puisque je n'ai pas la compétence pour le faire. Et c'est là où on se retrouve avec une autre problématique qui n'est pas la sécurité, c'est est-ce que l'information que j'extrais de tout ça, elle est utile, elle est juste et elle correspond à ce que moi je veux transmettre à mes visiteurs de sites internet par exemple. Et c'est là où on se rend compte, et on l'a tous évoqué d'une manière ou d'une autre, c'est que la donnée de votre entreprise, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Ce n'est pas juste de se contenter d'aller chercher ce que les autres ont pu confier à ChatGPT, c'est vous, votre data, si vous en avez, parce que si vous n'en avez pas et que vous avez juste besoin d'écrire des articles comme tout le monde en se basant sur des généralités, bah, ChatGPT suffit amplement, hein, parce que vous ne lui confiez rien. Vous lui prenez un maximum de choses. Par contre, dès l'instant que vous avez de la data, c'est là où ça devient dangereux. Et donc, les enjeux face au compromis, c'est comment je fais pour travailler sur mes propres données, que ce soit des contenus, des vidéos, des PDF, mon site web, de manière collaborative, parce que souvent, ChatGPT, ben, c'est un compte unique, même s'il commence à y avoir des multi-comptes, mais j'ai ma data. Tiens, salut, je ne t'avais pas vu. Ah, t'es discret, hein. J'ai pas l'habitude. D'habitude, t'es plus... Bref, tu vas bien, Tammy? Excusez-moi. De manière collaborative, j'ai plusieurs personnes dans l'entreprise qui veulent travailler sur les mêmes datas. Ben, ça commence déjà à être compliqué. Là, il faut commencer à brancher des choses. Jongler entre des requêtes internes et externes, parce que bien sûr, j'ai besoin d'interroger mes datas, mais j'ai aussi besoin d'interroger des datas à l'extérieur. Donc, je jongle entre différentes applications. Et comment est-ce que je peux avoir un usage concret dès le lendemain de la mise en œuvre de tout ça? Et c'est là que nous, on travaille depuis maintenant 2 ans sur une solution qui devait répondre à ces problématiques chez nous en interne. Déjà, on a beaucoup de data de nos clients. Ils nous font confiance. Donc, ces data, bah, est-ce qu'on se permet de les donner à n'importe qui? Bah, à un moment donné, il faut peut-être quand même avoir un minimum d'éthique. On est plusieurs à travailler et on est tous en remote. Donc, forcément, bah, il faut pouvoir y accéder de n'importe où. Et en toute sécurité, parce qu'à un moment donné, on prône de la sécurité chez nos clients. Si nous, on n'y fait pas gaffe en interne, ça devient vite problématique. Et c'est là où on a créé en fait un outil. Je ne vais pas vous faire de démonstration aujourd'hui, mais juste pour vous expliquer que l'outil qu'on a développé, c'est un outil qui répond à tous ces enjeux. C'est un outil où vous pouvez balancer toute l'information de votre entreprise. Donc, par exemple, Rivalis, qui est là, Damien, qui a fait l'effort de venir de Colmar. Merci, quand même. Rivalis, par exemple, a été un des premiers cas d'usage qu'on a eu besoin de mettre en œuvre quand on nous a confié la mission d'écrire le livre des 30 ans de l'entreprise. Typiquement, comment on fait pour écrire un bouquin des 30 ans? C'est on va voir un auteur et lui nous dit ben, écoute, tu mets tout sur un disque dur ou s'il est moderne sur un cloud
tu me mets tout, les vidéos, les coupures de presse, toutes les présentations, tout, tu me mets tout. Je m'enferme dans mon chalet pendant 1 mois et je fais comme dans les films. J'ai un mur avec des punaises et je commence à raccrocher des points, à noter des choses. Et au bout d'1 mois, 1 mois et demi, j'arrive à sortir un petit peu une trame narrative de tout ça. Et notre outil a été la première itération, ça a été ça. C'est on met tout ce qu'on aurait confié à un auteur dans notre outil. Et l'outil, il est là pour extraire de l'information. Exemple. Je vais revenir juste après. Donc là, par exemple, exemple que j'aime bien citer sur Rivalis, c'est, je me rappelle que dans une interview, on parle de cigale, parce que c'est un truc de slogan. Donc je tape cigale dans l'outil. Comme il a indexé tout ce qui s'est passé dans les vidéos, donc il a fait la transcription de tout ce qu'il y a dans la vidéo, il a retrouvé le moment où il parle de cigale, donc je peux retrouver le moment de l'interview où il parle de cigale. Et après, alors il a trouvé toutes les dates, il les a indexées, il a trouvé les points de géolocalisation s'il y en a. Et derrière, je peux commencer à poser des questions. Et tout ça, vous avez la main dessus. Vous pouvez créer vos propres petits agents sans être obligé d'être programmeur. Vous posez juste les questions et vous enregistrez cette information une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est finalement toutes les manières d'exploiter ces données. On a différents besoins. Je l'exprimais sur le livre. On a un petit module qui nous permet d'avoir une frise chronologique et de retrouver toutes les dates qu'il peut y avoir dans l'ensemble de ma base. Mais on a la même chose sous la forme d'une map. C'est-à-dire que toutes vos données, elles sont sous forme de points sur une map mondiale, quel que soit l'endroit où c'est dans votre base de données. Si dans une vidéo, vous parlez de Tour Eiffel, vous allez pouvoir retrouver l'information sur la map en disant « Tiens, c'est marrant, il y a un truc à la Tour Eiffel. » Je clique dessus et je vais retrouver le moment dans ma vidéo qui parle de la Tour Eiffel. Donc, c'est des outils concrets d'utilisation en fonction de vos usages. Et après, un des usages que nous, on a compris très rapidement, c'est celui que je voulais montrer avec Christophe. Donc, rapidement, la plateforme, elle est polyvalente parce qu'elle permet de faire des requêtes internes, mais aussi des requêtes à ChatGPT. Et on peut mixer les informations. Elle est collaborative, donc on peut être à plusieurs à travailler sur chaque base de connaissances. Et elle est sécurisée puisque les données, comme le disait Olivier, sont stockées en France. Et ça, c'est la version SaaS, comme on dit. Mais on a des versions qui sont maintenant utilisées pour des PME qui, elles, ont besoin d'avoir accès à leurs propres données sur leurs propres serveurs. Donc, on est capable de déployer ces solutions sur des serveurs internes. Je prends une transcription texte d'un échange, que je l'ai fait sous Google Meet, sous Zoom, sous ce que vous voulez. Je récupère cette vidéo ou cet audio, je le mets dans ma Narratech, il me fait la transcription, et ensuite j'ai un petit script, qui est juste un agent où je clique dessus, et il me fait la synthèse de la réunion. Et tout ça, vous avez la main dessus. Vous pouvez créer vos propres petits agents, sans être obligé d'être programmeur. Vous posez juste les questions, et vous enregistrez cette information une bonne fois. Et ça, c'est finalement toutes les manières d'exploiter ces données. On a différents besoins. Je l'exprimais sur le livre. On a un petit module qui nous permet d'avoir une frise chronologique et de retrouver toutes les dates qu'il peut y avoir dans l'ensemble de ma base. Mais on a la même chose sous la forme d'une map. C'est-à-dire que toutes vos données, elles sont sous forme de points sur une map mondiale, quel que soit l'endroit où c'est dans votre base de données. Si dans une vidéo, vous parlez de Tour Eiffel, vous allez pouvoir retrouver l'information sur la map en disant tiens, c'est marrant, il y a un truc à la Tour Eiffel. Je clique dessus et je vais retrouver le moment dans ma vidéo qui parle de la Tour Eiffel. Donc, c'est des outils concrets d'utilisation en fonction de vos usages. Et après, un des usages que nous, on a compris très rapidement, c'est celui que je voulais montrer avec
plateforme, elle est polyvalente parce qu'elle permet de faire des requêtes internes, mais aussi des requêtes à ChatGPT. Et on peut mixer les informations. Elle est collaborative, donc on peut être à plusieurs à travailler sur chaque base de connaissances. Et elle est sécurisée puisque les données, comme le disait Olivier, sont stockées en France. Et ça, c'est la version SaaS, comme on dit. Mais on a des versions qui sont maintenant utilisées pour des PME qui, elles, ont besoin d'avoir accès à leurs propres données sur leurs propres serveurs. Donc, on est capable de déployer ces solutions sur des serveurs internes. Alors, je montre rapidement, mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, sur le même principe, donc on a collaboré avec Henri, Odile et Damien, où on a fait le test de créer des petits agents dans le logiciel Henri, le logiciel de Bifacture. On lui a donné des rôles un peu particuliers qui vont aller chercher, là par exemple, bonjour, peux-tu m'aider à rédiger un email de relance sympa pour un devis? Ok, je lui dis quel devis je sélectionne dans ma base Henri, je lui fournis le devis et lui va me générer très rapidement un texte prêt à être corrigé et réexploité. L'objectif ici, c'est de connecter la base de connaissances de chacun, de l'enrichir au fur et à mesure, d'avoir ces données sécurisées à un endroit et de pouvoir quand même, quand on est une petite entreprise par exemple, on n'a pas envie de faire plein de tests, de prompts dans tous les sens, de pouvoir l'exploiter directement. C'est là où on va parler d'assistant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un agent qui va aller directement faire les choses pour vous ou à votre place et qui va remplacer quelqu'un. C'est votre assistant personnel. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous pré-mâcher le travail et après, à vous d'y mettre l'intelligence et la valeur ajoutée derrière. C'est important aussi ce terme assistant. Je pense qu'il est. On en avait pas mal débattu. Donc, c'est un assistant et pas un agent. Oui, après, on lui donne le nom qu'on veut, en fait. Oui, mais si on en dit, je pense que l'assistant, ça parle plus parce qu'en fait, vous comprenez c'est pas renvoyé directement sur le web. On en parlait, peut-être que l'avenir, dans 10 ans, ça sera que vous disiez je veux tel hôtel à tel endroit, débrouille-toi et j'ai tel montant. Oui, ça existe dans la science-fiction actuellement. Tout le monde dit que c'est possible de le faire, mais est-ce qu'on aura envie de le faire? C'est une question. Donc là, rapidement, c'était justement, je vous en parlais tout à l'heure, de l'assistant qui fait les synthèses de réunion. J'ai bien mon document que je peux utiliser pour faire ma synthèse de réunion. Donc, il va me générer un texte en prenant chaque morceau qui va être utile pour l'interne ou pour le transmettre à l'interlocuteur avec lequel on a eu la réunion. Mais je peux aussi utiliser ce même document pour pouvoir créer un article de blog si j'en ai besoin, extraire de l'information ou enrichir ma base de connaissances. Donc c'est le principe, retenez juste ça, c'est je stocke ma data quelle que soit sa forme et je peux l'interroger comme je veux, comme je le ferais avec ChatGPT, sauf que c'est circonscrit. Et après, je peux compléter avec des requêtes à l'externe. Sachant que là je parle de ChatGPT, mais ça peut être Mistral, ça peut être n'importe quel LLM peut se connecter à cet outil. Et pour revenir à ce qu'évoquait Olivier tout à l'heure, c'est pour ça que nous on se positionne entre le modèle j'ai ChatGPT, je paye 20 balles.